Bienvenue sur Poids Plume, le podcast qui vulgarise l'agriculture, le développement et l'environnement. On est Charlotte et Alexandre, deux ingénieurs agronomes, et cette émission vous est proposée par Oiseau Bondissant, notre agence de production de reportages photos et vidéos pour la nature et les paysans. Ça marche très bien pour certaines personnes d'avoir de l'éco-anxiété et ça peut être un booster pour certains. Nous, on était plus dans le côté de la joie parce que c'est comme ça qu'on fonctionne au quotidien, d'essayer d'en trouver en tout cas. Et sur les lieux où on va, il y a beaucoup de joie. Et donc du coup, on avait envie d'amener notre petite patte avec les joies sauvages. L'idée du projet, c'est aussi que des gens puissent voir les reportages et sortir des idées un peu préconçues qu'on peut avoir sur le monde agricole et montrer que c'est possible d'en vivre. Des conceptions qu'on peut avoir un peu sur le côté un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours, etc. Ou à l'inverse, si je prends l'extrême opposé, le cliché dont on parlait de remettre les mains dans la terre, etc. Tout va être beau, tout va être rose, on va faire de la permaculture et ce sera génial. De toute façon, on ne se sent pas légitime à vraiment faire des vidéos ultra techniques sur une méthode de culture, etc. Et c'est pas notre envie. Mais au-delà de, par exemple, du système de culture, on espère aussi arriver un peu à dessiner des profils, des compétences, des aspirations un peu. Qu'est-ce qui tient en fait derrière, au-delà du système agricole? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est des personnes, des quotidiens, des trucs qui sont pas faciles, etc. Mais et à la fois donner envie parce que on peut parler aussi beaucoup d'épanouissement, quoi. Mais donc l'idée, c'était pas de trouver un espèce de business model pour faire perdurer le média pendant très longtemps, aller chercher des clients, etc. Et nous, on avait vraiment envie d'être totalement indépendants, pas envie de faire de la publicité dans les reportages, etc. Et l'idée, c'est de couvrir les frais et de garder notre indépendance. Ça serait le plus important. Il y a l'idée de se dire qu'on va vivre à 2 dans 6 mètres carrés. Il y a l'idée de se dire qu'on va travailler en couple. Et il y a l'idée de se dire qu'on va travailler en couple pour faire un truc qu'on n'a absolument jamais fait et qu'on ne sait pas faire de base. Et donc en fait, ça fait un peu... on a un peu chargé la mule quand même. En septembre dernier, en allant visiter notre maraîchère hydroponique préférée, la célèbre Marion Sarlet de la ferme Les Sourciers, qui était d'ailleurs l'invité de l'épisode 3 du podcast, on a eu la chance de passer un moment avec le duo de choc Les Joies Sauvages. Mélanie et Kern sont à la tête du média Les Joies Sauvages, une chaîne YouTube sur laquelle ils publient des reportages itinérants sur les habitats alternatifs pour leur saison 1 et l'agriculture durable en saison 2, garantie inspirant, immersion et humour gênant. C'est un épisode au format un peu spécial, plus détendu et sous forme de conversation, et pour la première fois avec 2 invités en même temps, et surtout Charlotte pour m'accompagner. On a beaucoup apprécié ce moment avec Mélanie et Kern et ça fait du bien de moins préparer et de moins se mettre la pression comme lors de nos interviews habituelles qui demandent beaucoup de recherche et d'écriture. Dans cet épisode, on était un peu en compagnie de confrères et on a pu aborder des sujets pratiques qui peuvent directement vous parler de façon beaucoup plus détendue et peut-être un peu plus facile à écouter. Après notre enregistrement, les Joies Sauvages sont repartis dans leur van aménagée pour une saison 2 consacrée à la transition agricole qu'ils ont financée avec succès grâce à une campagne sur Ulule. Leur première vidéo à la ferme Les 3 Parcelles vient de sortir, on vous la met en description. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de partager nos épisodes de podcast et nos vidéos YouTube pour nous montrer qu'on n'est pas tout seul à travailler dans notre coin et qu'on est soutenu par notre communauté. Merci beaucoup de nous suivre et maintenant, bonne écoute! Notre projet, il a été quand même nourri de pas mal de livres, podcasts, reportages, etc. Mais on avait aussi envie d'aller chercher des infos sur des thématiques un peu précises, que ça soit sur la gestion de l'argent, du collectif, une espèce d'entre-soi qu'on peut retrouver dans le milieu, dans plein de milieux, mais dans le milieu de l'écologie aussi. Et c'est des infos qui nous tenaient à cœur parce que on ne se voit pas se lancer dans un tel projet, nous aussi, sans avoir des réponses. Donc voilà. Et l'idée du média aussi, c'est parce qu'on avait envie de faire un peu n'importe quoi, de faire des vidéos, mais d'être complètement libre, d'être un peu en roue libre. Et donc on s'est dit, on y va. Les Joies Sauvages, vous disiez, c'est une série de reportages, mais c'est un média sur YouTube principalement. Et quelles sont les thématiques que vous traitez? Parce que depuis tout à l'heure, on parle d'agriculture, d'habitat, de tout ça. Comment ça se traduit? Ouais, l'agriculture, on y viendra peut-être quand on parlera de la saison 2. Là, sur la saison 1, comme disait Mélanie, on a très vite identifié quelles allaient être
nos prismes de lecture un peu et les sujets qu'on aurait envie de traiter, qu'on allait retrouver, qui correspondaient à nos questionnements personnels, mais qui correspondaient aussi, je pense, je parlais tout à l'heure des vidéos brutes, Combini, etc., qu'on trouve sur les réseaux sociaux, un espèce de constat que sur ces vidéos, on présente toujours un espèce de fantasme de ces villas, un côté un peu, je mets des guillemets, bisounours, et tu vois défiler les commentaires en dessous. Ok, mais tout le monde ne peut pas se payer une vie comme ça. Ok, mais ils doivent s'embrouiller en collectif. Ok, mais. Et donc nous, on avait les mêmes ok, mais, et on avait envie d'avoir des réponses, notamment sur l'axe thune. Parce que bah voilà, est-ce qu'au final, et qui rejoint finalement le côté entre-soi dont on parlait, est-ce que c'est toujours les mêmes gens qu'on voit dans ces lieux ? Spoiler, la réponse est un peu oui, même si c'est plus complexe que ça, hein, je veux pas du tout faire de raccourcis, mais voilà, c'est vrai qu'il y a des profils types, on va pas se mentir, plutôt CSP+, on voit beaucoup d'ingés aussi qui se lancent parce que c'est des projets qui souvent demandent beaucoup de compétences, parce que c'est des projets où il y a plein de choses à imaginer, etc., en termes de structure juridique, en termes d'habitat, de construction, tout simplement. Il y a beaucoup de do-it-yourself dans ces lieux-là, donc voilà. Et souvent les mêmes profils. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc l'argent, et moi non, mais je pense que oui, l'organisation collective aussi pour le coup. Il y a eu, je pense avec le Covid, une envie d'aller à la campagne. Alors déjà, il faut en avoir les moyens, de s'installer à plusieurs, etc. Et ok, mais en fait, est-ce que c'est si sympa que ça de vivre avec ses potes, avec toute sa famille spoiler, non, aussi. Et comment on fait pour que ça se passe bien ? Et voilà. Et en fait, l'idée aussi, c'est au-delà de ces thématiques, c'est vraiment d'avoir une espèce de ligne hyper transparente, en tout cas le plus possible. Donc ça dépend aussi de ce qu'on nous donne. Hyper transparente et avec le plus de légèreté possible, parce que y avait un côté très anxiogène après le Covid, qui y a toujours encore, et je pense qu'il restera, puisque le dérèglement climatique s'accélère. Et nous, on n'avait pas envie de... Ça marche très bien pour certaines personnes d'avoir de l'éco-anxiété, et ça peut être un booster pour certaines. Nous, on était plus dans le côté de la joie, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne au quotidien, d'essayer d'en trouver en tout cas. Et sur les lieux où on va, il y a beaucoup de joie. Et donc, du coup, on avait envie d'amener notre petite patte avec les joies sauvages. Et ouais, je pense que j'ajoute un thème aussi qui est super important et qui vient avec le fait qu'effectivement, il y a beaucoup de joie sur ces lieux. Pourquoi ? Parce que c'est des lieux qui réfléchissent à comment... notamment, je parle là des projets un peu inscrits en ruralité qu'on a vus, qui réfléchissent à comment ils vont s'inscrire dans leur territoire, s'intégrer, et pas venir juste... un peu ce cliché qu'on a eu après le Covid du fameux néo-rural qui va télétravailler à la campagne ou s'acheter une baraque secondaire qui participe pas en fait à la vie locale. Et ça, c'est un vrai sujet, surtout qu'il y a beaucoup d'a priori quand on voit débarquer un groupe d'écolos qui vont habiter ensemble. Là, je prends le stéréotype. Les gens, ils sont là, on l'a eu dans tous les lieux quasiment. Mais c'est quoi cette secte ? Voilà. Et voilà, donc il y a une vraie démarche à faire, et c'est vraiment pour le coup quelque chose de très positif, je trouve, qu'on a vu dans tous les... On parlait de choses, de nuances à apporter sur l'entre-soi, etc. Moi, je trouve que dans ce qu'on a vu, il y a beaucoup de volonté de s'intégrer, de faire des choses localement, de participer à ce qui peut se faire, d'apporter quelque chose en fait, de pas juste être dans son coin, on fait notre potager en autarcie, etc. Il y a eu une évolution par rapport à l'image qu'on avait jusqu'à très récemment, des gens de la ville qui pensent avoir tout compris à l'agriculture et qui disent moi je vais faire mieux que les bouseux et je vais leur montrer, je vais faire mon petit potager en permaculture, je vais être totalement off-grid et tout ça, et puis je vais faire mon électricité et voilà, je vais leur montrer. Et maintenant c'est beaucoup plus, en tout cas dans les projets que vous avez sélectionnés, que vous êtes allés visiter, il y avait beaucoup plus cette volonté du coup de s'intégrer dans le territoire, quoi. Après, je pense que les exemples que tu mentionnais, ils existent. Et en fait, c'est vrai qu'on a fait attention dans le choix des lieux, puisque finalement, on fait un seul reportage par mois, donc c'est beaucoup. Mais finalement, c'est assez peu aussi sur une année, le nombre de lieux qu'on voit. Et donc, on a vraiment fait attention à
voir des profils et des projets qui s'intègrent vraiment dans le territoire pour justement aussi donner une image, montrer que c'est possible d'être des ex-citadins, mais de bien s'intégrer, de participer à la vie locale, etc. etc. Ouais, et puis cette idée d'ex-citadins qui partent à la campagne, en fait, c'est un prisme de lecture. Nous, on voulait pas non plus que traiter de ça, en fait, de gens qui vont s'installer à la campagne, etc. Parce qu'effectivement, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Donc, on a tenu, par exemple, à ce que notre premier reportage, il s'inscrive dans une ville. Donc, on est parti en banlieue parisienne avec des gens qui vivent dans ce qu'on pourrait appeler, regrouper sous le terme d'éco-coloc, mais donc c'est une coloc dans une maison en banlieue parisienne avec un jardin, et ils en ont fait un peu un lieu voilà, pour comprendre comment ça marche, le vivant. Ils apprennent à faire pousser des trucs, ils mutualisent plein de choses évidemment, voilà, comme on pourrait le faire dans une coloc, mais avec quelque chose de très conscientisé là-dessus, où on essaie de s'organiser, on trouve un fonctionnement pour vraiment gérer le jardin en collectif, etc. Et finalement, c'est un truc où c'est pas le changement de vie complet ou le cliché qu'on peut avoir, les fameuses chèvres dans le Larzac. Non, c'est juste des gens qui vivent en banlieue, qui ont leur job à la ville, et c'est très bien aussi. Et nous, on voulait vraiment pas participer à ce truc de ça doit se passer à la campagne, etc. Non, il y a des choses très, très... Enfin, en fait, il va falloir que ça se passe aussi en ville. En fait, il va falloir que les gens ils changent leur manière d'habiter la ville. Donc, allons voir aussi des gens qui essaient de faire ça. En discutant avec vous, moi, je ressens un peu ce passé justement marketing et communication, parce qu'en fait, vous avez une idée de ce que vous avez envie de faire. Et là, vous allez sur le terrain faire votre étude de marché en quelque sorte. Vous allez pour de vrai voir les vrais gens pour savoir comment ça se passe sur le terrain. Vous faites un peu un projet Lean Startup où vous allez voir ce qui fonctionne vraiment, est-ce que ça vous plaît, etc. avant de mettre toutes vos billes dedans. Et c'est ça où on voit un petit peu le biais marketing com. Sinon, nous, ce qui nous a beaucoup intéressé dans vos reportages, dans votre démarche, c'est que vous êtes là pour donner des clés d'action concrètes face à l'urgence climatique et sociale. Vous n'êtes pas là pour vendre du rêve ou pour montrer tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est vraiment montrer des trucs qui fonctionnent, mais en ayant une vraie prise de recul sur... donc là, c'est super ce qu'on vous montre, mais regardez ce qu'il y a à l'envers du décor, quoi. Après, si je peux rebondir, en fait, c'est vrai que quand on est parti, on savait pas exactement ce qu'on allait trouver ni ce qu'on allait montrer, mais on avait quand même l'idée de, comme disait Kern, de pas uniquement aller dans le cliché de ceux qui ont acheté une maison à la campagne, entre guillemets, et qui vivent avec 15 copains. Et donc, tout de suite, quand on est parti, on s'est dit, on va essayer de faire quelque chose en ville. On aimerait bien faire des habitats légers, on aimerait bien faire un tiers-lieu, etc., etc. Et finalement, donc, chaque lieu a un peu ses problématiques. Donc aller questionner des choses hyper concrètes de comment on s'organise à plusieurs, comment on marche main dans la main dans la mairie ou pas, combien ça coûte un habitat léger, comment on peut faire pour ne pas s'endetter, etc., etc. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est des profils et des projets qui sont hyper variés. En revanche, il y a quand même souvent les mêmes problèmes qui reviennent et les mêmes enjeux. Et donc, en fait, on a vu quand même des choses se dessiner. Et nous, ce qu'on aimerait, ce qui nous ferait trop plaisir, c'est que quelqu'un, en fait, qui regarde nos reportages, se dise ça me plaît pas, ça me plaît pas. En revanche, il y en a quand même un où ça me parle. Et ça serait super chouette. Nous, globalement, c'est comme ça que ça s'est passé, parce que nous, ça nous crée une angoisse complète d'imaginer vivre en collectif dans des tiers-lieux avec toutes les décisions qui sont prises collectivement, les espaces communs, etc. Ça nous mettrait une grosse angoisse. Mais on a trouvé quelque chose qui nous a plu dedans. C'était sur la vidéo le vaisseau-lieu. C'est ça ? Le vaisseau-mère. Le vaisseau-mère, pardon. Ouais. Le tiers-lieu vaisseau-mère. Ouais. Et nous, ce qui nous a parlé, c'est vraiment le compositeur de musique qui, lui, vient pour avoir un bureau au milieu du tiers-lieu et avoir de la compagnie, en fait. Arrêter de travailler tout seul et d'être isolé dans son boulot qui est super solitaire, et pouvoir déjeuner avec des gens, discuter, prendre du recul, faire une pause, etc. Ça nous a beaucoup plus parlé que certains autres projets qui étaient beaucoup plus engagés, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un lieu où il y a des... Alors lui, il le dit...
Moi, le côté idéologico bullshit, machin, ça me saoule un peu. Et c'est sa voix à lui. Bon, il y a beaucoup de, souvent dans les lieux qu'on va visiter, les gens, quand on les en interview, ils nous précisent. Là, ce que je vais vous donner, c'est mon point de vue, mais il y a autant de descriptions du lieu possible qu'il y a de gens dans le collectif. Donc, c'est sa vision à lui. Et, on en a eu d'autres aussi sur le lieu. Mais c'est vrai que eux, ils se sont regroupés autour de valeurs assez simples, qui étaient l'envie de partager plus de choses, de recréer du lien social, de ce qu'on disait tout à l'heure, de s'intégrer dans un territoire, de répondre à des besoins concrets du territoire. Et voilà, basta, ils ont pas fait de charte où il y a 15 idéologies qui sont posées et en fait, si t'entres pas dans le moule, t'as rien à faire dans le lieu. Non, c'est très ouvert. C'est un lieu très ouvert et c'est ce qu'il dit aussi à un moment donné. Un tiers-lieu, c'est un lieu d'ouverture, c'est un lieu de mélange, c'est un lieu où tu recrées pas justement l'entre-soi, quoi. Non, en fait, pour poursuivre, je trouvais le tiers-lieu hyper intéressant parce qu'en fait, quand nous, on est partis, on avait cette idée de changement de vie. Changement de vie pour, justement, à cause de cette urgence climatique et sociale, comment on peut faire différemment. Donc, pas juste être bien nous, mais essayer à petite échelle de faire un petit peu mieux autour de nous. Et en fait, le tiers-lieu, c'est ça qui est chouette, c'est que c'est un peu un espèce de changement de vie à la carte, où on peut faire différemment dans son travail et donc, comme tu disais, recréer du lien social sur la pause déj, etc. Ou alors, à la fois, on peut se donner avec 20 heures de bénévolat par semaine pour le lieu parce qu'on a vraiment envie de pousser la chose. Et ça permet, je trouve, de faire une transition soit en douceur parce qu'on en a besoin, soit de manière assez radicale pour d'autres parce que d'un coup, voilà, ils ont envie d'œuvrer énormément pour la commune où ils sont. Et je trouve ça chouette parce que ça met dans une dynamique où, quoi qu'il arrive, on va changer, on va faire quelque chose, mais en respectant un peu aussi son bien-être et voilà, son rythme personnel, quoi. Et ce que je trouve super aussi dans les documentaires que vous faites et tout cet itinéraire que vous faites à rencontrer différents acteurs, porteurs de projets sociaux et écolos, on peut dire comme ça, c'est que vous avez vraiment, tu l'as dit tout à l'heure, un projet d'installation et du coup vous venez avec de vraies questions qui sont les vôtres. C'est quoi ce projet d'installation qui vous motive ? Je pense qu'il y en a un petit peu deux qui sont peut-être un projet. Il y avait d'abord l'idée d'un projet d'habitat différent, puisque justement, nous on était attirés par le collectif. Après, donc voilà, je ne sais pas si on sera en collectif après. Vous allez peut-être faire pivoter l'idée de départ après l'avoir confronté au terrain. Mais l'idée... c'est bien de s'en rendre compte avant de le faire. Mais voilà, c'était une phase de test, donc c'est assez chouette. Donc il y a quand même une idée d'habiter un petit peu autrement. Et je pense qu'il tendra plus vers une espèce de mutualisation de services, d'espaces, etc., dont on n'a pas forcément besoin au quotidien pour une personne ou pour deux, voilà, avec des espaces individuels quand même. Et après, il y a aussi un projet d'installation agricole qui est à définir. Mais voilà, l'idée, c'est quand même d'avoir un lieu qui peut participer à mettre sa petite pierre à l'édifice pour donner de la bonne nourriture et avec cette question d'accessibilité qui, en fait, on l'avait beaucoup dans la question de l'habitat. Comment on peut rendre accessible l'habitat, comment est-ce qu'on peut ne pas s'endetter sur 20 ans, comment on peut faire différemment. Et là, je pense que sur l'agriculture, et donc ça sera pareil, ça va être des questions auxquelles il va falloir répondre, de voilà, produire de la bonne bouffe, entre guillemets, mais pour le plus de monde possible. C'est un peu un idéal, mais voilà, on verra si c'est possible. Il y a quelque chose dont tu viens de parler qui est super accessible, c'est mutualiser des espaces. Et en fait, c'est du bon sens et c'est un petit peu revenir en arrière sur l'entraide entre voisins ou quelque chose comme ça. Et tout à l'heure, en discutant, vous parliez de, par exemple, avoir un espace buanderie. Et c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'avoir tous dans son appartement, dans sa maison. Chaque foyer n'a pas besoin d'avoir un sèche-linge et un lave-linge juste pour sa famille. Et on pourrait avoir un espace commun et avoir du très bon matériel et faire les choses comme ça, par exemple. Ouais, et ce que tu dis là, je trouve que ça vient illustrer quelque chose qu'on a rencontré dans ces lieux, qui est une forme de pragmatisme, en fait. On avait un peu peur en partant de trouver un peu des... Allez, je vais retourner dans les clichés. Le côté
très bisounours, voilà, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on veut vivre les mains dans la terre, on veut nanana. Ouais, il faut que tu dises le mot. C'est des babos. Les babos en Sarwell. Les babos en Sarwell. Voilà. Je l'ai dit. Il a osé. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de détours alors qu'il suffisait de dire babos en Sarwell. Non. En fait, et même des babos en Sarwell, en fait, on en a rencontré des très pragmatiques. Je suis vraiment abusé là, j'ai l'impression de partir dans un truc. Non, mais on a vu des gens qui sont pas des Amish ou des Khmer verts, etc. On a vu des gens qui sont au contraire très lucides sur l'état du monde, sur les enjeux actuels. Et ça s'illustre aussi par ce qu'on disait sur l'intégration dans le territoire. Ils sont pas là en mode, voilà, ils sont pas déconnectés en fait de ce qui se passe dans la ruralité et tout. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé. Enfin voilà, si je devais ressortir un truc, même s'il y en a plein à ressortir, je pense, de cette saison, c'est ça quoi. C'est le côté, non, on va avoir des gens qui sont conscients des enjeux, qui s'organisent pour y répondre tout simplement. Donc effectivement, le collectif peut faire partie de la résilience. L'idée, souvent, c'est des lieux sur lesquels il y a des projets agricoles parce que, effectivement, se nourrir plus sainement, c'est un enjeu aussi. Et donc, sans avoir, eux, pour le coup, des prétentions de nourrir la France, ils essaient de créer quelque chose localement pour pouvoir bien s'alimenter et peut-être faire quelque chose avec l'épicerie du coin aussi. Enfin, voilà. Et donc, ça, on l'a beaucoup vu. Et ça, c'est vraiment à noter, je trouve. Quand tu parles de pragmatisme, etc., c'est quelque chose qui nous a marqué aussi dans vos reportages, c'est que c'est toujours centré sur affronter ses peurs, mais de façon à comprendre quels sont les enjeux. Et du coup, vos reportages ne sont pas du tout anxiogènes. Vous avez une posture qui dit pas on va tous cramer la semaine prochaine. C'est regardez tout ce qu'on peut faire déjà aujourd'hui et tout ce qui existe et qui fonctionne, quoi. Et ça nous a parlé tout de suite. Oui, parce qu'en fait, nous aussi, c'est une posture qu'on adopte avec Oiseaux Bondissants. C'est notre postulat de départ, c'est que les médias nous dépriment et qu'on a juste envie de se flinguer si on écoute le journal télévisé. Et ce qu'on cherche avec des nouveaux médias, c'est plus d'espoir et des solutions concrètes. Et du coup, c'est une solution que vous apportez dans les médias. Il y en a d'autres, évidemment. Et il y a tellement de choses à montrer et à raconter sur des nouvelles façons de produire, des nouvelles façons de se déplacer, de s'alimenter. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a le choix, quoi. Il y a le choix dans les sujets. Et du coup, votre première série de vidéos, c'était sur les habitats alternatifs. C'est ça. Tout à fait. Voilà. Oui. C'était un peu, on n'a pas trouvé de nom un peu sympa, un peu sexy pour le moment, alors on a mis Habiter le monde autrement. Voilà. Si on trouve mieux, on vous dira. Et il y avait une question que je me posais en lien avec l'analyse rétrospective de chacune de ces expériences de tournage que vous avez faites. C'était par rapport à la durée pendant laquelle vous restez sur place pour faire le tournage. Parce que nous, par exemple, sur nos tournages, on essaye de rester 2 jours. Si on peut rester plus, on reste plus. Mais vous, combien de temps vous restez pour des tournages ? Est-ce que c'est 1 semaine pour du coup plus percevoir le ressenti vraiment du lieu et pouvoir en avoir une vraie expérience en fait ? Au début, on était un peu sur une espèce de course. Il faut qu'on fasse beaucoup de reportages. L'envie aussi, l'excitation, je pense, de voir plein de lieux. Donc voilà. Donc par exemple, un des tout premiers, une histoire à 1 million. On est resté seulement 2 jours. Et en fait, après, petit à petit, on a ajusté. Et on a eu envie de passer un peu plus de temps sans non plus empiéter trop sur le planning des gens. Puisque, en fait, comme tout le monde, mais encore plus dans ces lieux-là, ils ont un planning ultra chargé. Donc, généralement, on reste 4-5 jours, une petite semaine, en gros. Et peut-être, je pense que c'est assez de temps pour au moins pouvoir prendre le temps de discuter avec les personnes qui sont là et prendre un peu le pouls du lieu. Et même aussi, je pense que ça nous mettait dans une posture où on se sentait plus à l'aise parce que comme on n'avait jamais fait ce métier-là, qu'on n'en a aucune expérience, on n'avait pas envie de débarquer, de prendre entre guillemets ce qu'on pouvait prendre et de repartir, quoi.
Et donc, c'est bon, simplement, c'est très personnel, c'est une question d'un peu de se sentir à l'aise. On se sent plus à l'aise en filant un coup de main, en restant, en discutant et en passant du temps avec les gens. C'est ça, parce que finalement, c'est souvent la posture des médias traditionnels, entre guillemets. C'est les journalistes, ils sont hyper pressés, ils viennent sur place vite, il faut leur donner tout ce dont ils ont besoin pour faire leur reportage. Et au final, ils gardent 30 secondes du lieu et ils ont beaucoup demandé à la personne qui est filmée. Et du coup, à nous aussi, c'est quelque chose qu'on essaye de faire, mais c'est vraiment bien de rester plusieurs jours et de participer à la vie du lieu, parce que vous avez aussi l'intérêt de comprendre comment ça fonctionne derrière, déjà pour le reportage, pour l'intérêt du contenu que vous allez offrir dans la vidéo, mais aussi pour vous, pour percevoir si ça vous plaît ou pas. C'est le business plan. Ouais, et puis je pense que il y a aussi le fait que quand on passe du temps sur un lieu, on apprend mieux à connaître les gens et en fait on arrive à tirer plus de choses aussi avec eux en interview. Et ils vont plus se livrer parce qu'on a déjà discuté de choses au dîner ou quoi. Les sujets, ils ont déjà été un peu mis sur la table. Ça devient plus facile ensuite à réaborder en interview. Ouais, ça se ressent ça, quand vous faites les interviews. On sent qu'ils sont en confiance, qu'ils sont détendus et que du coup, ça passe tout seul, quoi. Ouais, c'est plus facile. Enfin, c'est plus Mélanie, l'intervieweuse en chef. Donc, je te laisse parler. Et ça me fait penser à... Je ne sais pas si vous avez vu ce film Erin Brockovich avec Julia Roberts. Ouais. C'est un super film. En fait, à un moment donné, elle fait des enquêtes comme ça chez des gens. Et elle insiste auprès de son collaborateur qui est avocat. C'est ça, hein, il est avocat, je ne me trompe pas. Et elle lui dit « Prenez ce putain de café ». Pour boire le café, prendre le temps de prendre connaissance avec les gens avant de discuter avec eux et de leur demander quelque chose, en fait. Et c'est une règle de base que nous, on applique tout le temps. On prend ce putain de café. Oui, non, mais c'est ça. Clairement, c'est ça. Je me demandais sur la sélection des lieux et comment vous vous préparez, parce que vous ne pouvez pas débarquer comme ça sur un lieu, sinon vous risquez d'avoir des mauvaises expériences. Ouais, c'est intéressant cette question pratique parce que... évidemment, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a des règles quand on apprend le métier de journaliste? Est-ce qu'on apprend ça? Sûrement. Nous, on a un peu fait au feeling. Et donc, on est parti quand même avec une liste de 150 ou 200 lieux. Pour cette vidéo, ça fait beaucoup quand même. Donc, voilà, mais en prenant large, du coup. Et on a fait beaucoup de travail de recherche sur Internet, les groupes Facebook, voilà. Et après, pour éviter un peu toute déception, en fait, on essaye de passer du temps au téléphone avec les gens avant. Donc on leur envoie un mail, s'ils sont intéressés, on discute au téléphone avec une ou deux personnes assez longtemps. Et en fait, on fait quasiment déjà des interviews, mais sans le mentionner. On prend plein de notes. Et puis après, on se fait un petit débrief. Parce que voilà, vraiment question de feeling aussi, comment on se sent. Et est-ce que aussi ça peut être pertinent pour un reportage? Parce qu'en fait, il y a plein de projets qui sont intéressants, mais qui vont peut-être se ressembler ou qui vont moins traiter les enjeux que nous intéressent. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a marché pour le début. Et puis maintenant, il y a un peu un petit bouche à oreille où généralement un lieu va nous recommander un autre lieu. Voilà. Donc maintenant, c'est beaucoup plus facile. Ouais, c'est vraiment une démarche journalistique où vous essayez d'avoir un propos à développer, une histoire à raconter et ensuite pouvoir vraiment articuler ça correctement et que ce soit distrayant mais en même temps que ce soit informatif et d'avoir des échanges vrais avec les gens que vous interviewez. Que ça vous ressemble en fait. Ouais, et en fait, finalement, ce temps qu'on prend avec les personnes au téléphone, il nous sert donc, effectivement à décider si c'est un lieu pertinent pour nous ou pas, voilà. Mais il nous sert aussi à commencer à écrire, choisir un angle et commencer à mettre notre patte à ce moment-là, quoi. C'est-à-dire que, ok, qu'est-ce qui est un peu insolite dans ce lieu, qu'est-ce qu'on peut tirer, et en fait, on se met le cerveau en marche, ça infuse, et puis ensuite, on se fait une grosse réunion branle-bas de combat quelques semaines avant le tournage pour vraiment définir les angles qui nous intéressent, etc. Et une fois sur place, le fait de passer du temps aussi sur place, finalement, d'essayer de faire au moins une grosse interview de présentation générale du lieu dès le premier jour, finalement, tu vois ce qui ressort. Et en fait, tu peux te réadapter. Le fait de rester plusieurs jours te permet aussi de te réadapter,
de réécrire certaines choses et peut-être finalement de se dire on a fait fausse route d'après la conversation téléphonique qu'on avait eue. Finalement, ce qui est intéressant ici, c'est cet angle-là, quoi. Et c'est ce qu'on a eu, par exemple, pour donner un exemple, à l'Oasis de la ferme du Suchel, où finalement, on est arrivé sur le lieu et on a vu que dans les discours qui étaient tenus, il y avait quelque chose autour de la collapsologie. C'est un gros mot un peu, mais c'est un grand mot qui veut dire plein de choses. Mais en tout cas, il y avait cette notion de s'organiser face aux effondrements de la biodiversité, etc., des écosystèmes, parce qu'il y a eu beaucoup d'écologues en fait à l'origine de la création du lieu. Donc eux, ils le voient au quotidien. Et en fait, nous, ça nous a donné l'axe effondrement. On s'est dit, ok, mais ça, on se l'est dit vraiment une fois qu'on était sur place, à côtoyer les gens, à discuter avec eux, quoi. Et avant de parler de l'effondrement, là justement, c'est un point qui nous intéresse pour discuter avec vous. Je voulais remarquer que ce travail, c'est tout l'intérêt, le travail que vous faites, c'est tout l'intérêt d'être indépendant sur YouTube, c'est vous, Oiseaux Bondissants, on fait un travail que les journalistes de télé ne peuvent pas faire en fait. Venir faire une pré-interview, rester plusieurs jours sur le lieu et en ressortir vraiment un propos cohérent et qui ressemble à ce qui se passe vraiment sur le terrain, c'est impossible à faire pour un reportage télé avec des contraintes de télé, quoi. Non, mais je pense que ça serait pas rentable en fait de payer un journaliste pendant 5 jours pour une vidéo. Voilà, donc c'est un peu un espèce de luxe c'est clairement un luxe qu'on prend, clairement. Et d'ailleurs, les joies sauvages ne sont pas rentables. On en parlera peut-être tout à l'heure. Parlons-en maintenant. Justement, la prochaine question, c'était comment est-ce que vous faites pour financer tout ça ? Parce que ça fait 1 an à peu près que vous êtes lancé sur les routes pour faire ces reportages. Et visiblement, vous êtes à plein temps sur ce sujet, parce que c'est pas juste 5 jours sur le terrain, c'est tout préparer, aller sur le terrain, tourner, ensuite faire un script, faire le montage, faire toute la communication sur les réseaux sociaux, essayer de trouver des partenaires, etc. Donc c'est un boulot, c'est 2 temps plein en fait. Ouais, c'est clair. Comment on fait ? On a eu la chance, je pense, avec Mélanie, d'être dans des boîtes chez qui on a passé un peu de temps, chez qui ça s'est très bien passé. Pour Mélanie, chez un magazine culturel et moi pour un distributeur de cinéma. Dans des jobs qui nous ont permis de mettre un peu d'argent de côté aussi, qui nous ont bien servi, avec des boîtes qui ont été ultra compréhensives, qui ont compris notre projet et qui nous ont accompagnés avec une rupture conventionnelle. Donc ça, clairement, ça aide. C'est un luxe. Là, on est là-dessus pour le moment. Par contre, on va devoir se démener et on se démène actuellement et depuis plusieurs mois pour pouvoir poursuivre le projet et faire cette 2e saison agricole. Là, effectivement, on arrive au bout, nous. On va plus pouvoir continuer comme ça, même si, au final, on a finalement beaucoup moins de frais aussi cette année. On était dans la petite vie parisienne avant. Maintenant, on vit en van de manière beaucoup plus sobre. Mine de rien, ça se ressent sur notre budget mensuel, quoi. Même si, maintenant, on a le budget essence. Hyper écolo. Et en fait, l'idée, c'est un projet, Les Joies Sauvages, qui aura une fin, ou en tout cas, comme il est pensé aujourd'hui, il aura une fin. Donc il y aura une 2e saison. Et après, donc l'association prendra peut-être une autre forme, ou elle aura peut-être d'autres missions. Mais donc l'idée, c'était pas de trouver un espèce de business model pour faire perdurer le média pendant très longtemps, aller chercher des clients, etc. Et nous, on avait vraiment envie d'être totalement indépendants, pas envie de faire de la publicité dans les reportages, etc. Donc c'est vraiment très difficile de trouver un espèce de modèle où on peut être totalement indépendant tout en couvrant nos dépenses. Et en fait, l'idée, ça va être d'aller chercher un peu des sources différentes de financement, donc que ça soit des subventions plutôt publiques, où là on en a déjà eu une, et on espère en avoir d'autres. Et puis côté crowdfunding, on va essayer de faire une campagne de financement pour aussi communiquer sur le projet en même temps. Et voilà, et là, ça devrait couvrir... l'idée, c'est pas du tout... on va pas gagner d'argent, en fait. Mais de toute façon, quand on fait un média indépendant, je pense qu'on gagne pas beaucoup d'argent. Donc voilà. Et l'idée, c'est de couvrir les frais et de garder notre indépendance. Ça serait le plus important.
Donc là, vous en êtes à la moitié du projet Les Joies Bondissantes. Pas les Joies Bondissantes. Ah yes. Des joies sauvages. Fallait que ça arrive. Vous en êtes à la moitié du projet Les Joies Sauvages au niveau du média, de la tournée, etc. Encore une saison qu'il faut réussir à financer. Et ensuite, le climax un petit peu du projet, ce sera de vous installer. Oui, ça paraît très loin. Ça paraît très loin encore, cette idée de s'installer, etc. Parce qu'on a beaucoup la tête dans le guidon. Essayer de sortir un reportage par mois, on le disait, c'est quand même beaucoup de travail. On s'en est rendu compte. Donc quand on est parti, on était là, ouais, on va faire un reportage toutes les 2 semaines. Non, pas du tout. On va pas du tout faire ça, en fait. On s'en est rendu compte très vite. On va aller dans 200 écolieux. Ouais. Qui se ressemblent tous. Et non, on a trouvé une très très bonne marque de Sarwell qui va sponsoriser le projet. Tous nos besoins en Sarwell sont couverts pour la 2e saison. Il y aura aussi des bobs aux couleurs de la Jamaïque. Et oui, donc en fait, finalement aussi, ce qu'on garde en tête, c'est que cette première saison sur l'habitat, elle a fait évoluer notre perception sur beaucoup de choses. Je pense que ça a affiné un peu l'idée qu'on avait de vouloir vivre en collectif. Sous quelle forme ? Maintenant, on sait qu'on tient quand même à avoir une certaine forme d'indépendance dans notre habitation, etc. Et je pense que sur le projet agricole, c'est un peu la même chose qu'on va aller chercher finalement. C'est aller voir plusieurs lieux organisés de différentes manières. Et c'est ce qu'on se disait, répondre aux questions déjà que nous, on se pose. Après, que le public peut légitimement se poser aussi sur l'agriculture, comment on se nourrit, comment nourrir les gens à grande échelle de manière plus saine, qui sont des questions sur lesquelles je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se prennent la tête et qui sont assez inextricables parfois. Mais bref, en tout cas, je pense qu'en allant voir, en allant faire une saison avec 12 reportages dans 12 lieux agricoles différents, j'espère aussi que ça va nous donner du grain à moudre pour affiner notre projet agricole, qui n'est pas un truc que je pense qu'on va lancer dès que la saison 2 sera terminée, quoi. On a besoin de maturer ça. Toi, tu veux peut-être en parler, Mélanie, aussi. Oui, non, mais je pense qu'il y a besoin d'aller sur le terrain et vraiment de faire des saisons avec des maraîchers, des maraîchères, etc. Mais c'est vrai que j'espère beaucoup que la saison 2, donc à la fois, ce que Kern, je crois que tu n'as pas dit, mais en fait, on va continuer les reportages, mais aussi on va avoir un axe pédagogique et un axe événementiel. Donc l'idée, ça va être de faire des kits pédagogiques à destination donc, des écoles et des établissements scolaires sur un ton assez léger, pareil pour plutôt faire découvrir des projets. Et un axe événementiel, donc l'idée c'est pour chaque reportage de faire une soirée dans la commune, ou en tout cas pas très loin, concernée. Et en fait c'est un peu l'envie de sortir un peu des écrans, parce que c'est super d'être sur les réseaux sociaux, et je pense que c'est une bonne manière aussi de commencer un projet quand on se lance. C'est une belle vitrine, une bonne visibilité. Et ce qui pourrait être intéressant après, c'est vraiment de pouvoir rencontrer des gens qui habitent dans les territoires que nous on va documenter, et qui sont pas forcément sur les réseaux sociaux, et qui par contre connaissent les enjeux des territoires, ont sûrement peut-être un pied dedans, et pouvoir discuter avec eux, échanger, débattre aussi, parce qu'on n'est pas forcément tous d'accord, notamment sur les sujets agricoles. Et l'idée c'est un peu aussi à la fois nous de transmettre ce que nous ce que nous on apprend sur les lieux, et peut-être aussi que des gens en fait nous transmettent des choses, et que ça soit un peu un espèce d'échange comme ça pour pouvoir nourrir la suite. Pour ensuite pouvoir concevoir ce projet qui sera le vôtre et réussir à l'intégrer au mieux dans le territoire. C'est ça l'idée en fait. Ouais, je pense que c'est un peu... D'un côté, c'est assez vertigineux de penser à ça, parce que quand on vient pas de la campagne, quand on vient pas du milieu agricole, c'est un peu nébuleux de se dire qu'on va lancer un projet agricole quelque part, on sait pas encore où. Et à la fois, en fait, on se rend compte sur les routes aussi que les projets, en tout cas, les choses avancent très vite finalement, puisqu'on est un peu à corps perdu dans cette aventure. Mais ça permet en fait, quand on est sur le terrain, de rencontrer des gens, et je suis sûre qu'il y a des choses qui vont en fait avancer, se débloquer. Et est-ce qu'il y a des modèles agricoles qui vous intéressent déjà particulièrement? Jean-Martin Fortier, l'idole. Ouais. Et il y a aussi, par exemple, les sourciers, qui est la raison de notre rencontre aujourd'hui. Ouais. N'est-ce pas, coucou Marion? Coucou Marion. Coucou Marion, elle nous entend pas. Elle est où?
Elle est passée encore. Oui, je pense qu'on a tous un peu on se fait. Enfin, moi, j'ai un regard plus extérieur, je pense, sur l'agriculture que Mélanie. Moi, j'ai pas fait de brevet agricole. Moi, le truc le plus agricole que j'ai, c'est mon bronzage de fin d'été. C'est pas glorieux. Donc moi, j'arrive, je pense, avec un regard plus extérieur que Mélanie sur le truc. C'est un sujet qui m'intéresse énormément. Et de l'extérieur, du coup, ouais, je vois passer des choses. J'ai l'impression qu'il y a des modèles qui essayent de concilier un respect des sols, de la biodiversité, etc., mais en même temps de produire à une échelle un peu plus intéressante que la petite micro-ferme. Voilà. Donc voilà, on parlait de la méthode Jean-Martin Fortier. Bah ouais, le bio-intensif, c'est un truc qui nous intéresse et je pense c'est sûr, on essaiera de faire un reportage là-dessus. Et là, en ce moment, on est sur la ferme de Marion Sarlet, chez les Sourciers, qui est une ferme en hydroponie. Et c'est intéressant, en fait, de questionner différents modèles agricoles et de montrer un peu la variété de ce qui peut se faire, de montrer une ferme comme celle de Marion, qui est une ferme qui aujourd'hui est rentable, où il y a 3 associés. Voilà, enfin, c'est aussi l'idée du projet, c'est aussi que des gens puissent voir les reportages et sortir des idées un peu préconçues qu'on peut avoir sur le monde agricole et montrer que c'est possible d'en vivre, de s'épanouir dans ces métiers-là, loin des conceptions qu'on peut avoir un peu sur le côté un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours, etc. Ou à l'inverse, si je prends l'extrême opposé, le cliché dont on parlait de remettre les mains dans la terre, etc. Tout va être beau, tout va être rose, on va faire de la permaculture et ce sera génial. Il y a un entre-deux et nous, c'est un peu sur le même angle que la saison 1 qu'on va essayer de traiter tout ça en toute transparence. C'est-à-dire, essayer de monter la réalité de ces métiers, pas cacher du tout les inconvénients, la réalité, le dur labeur qu'il peut y avoir derrière ces métiers-là. Et en même temps, dire, mais il y a aussi des sacrées récompenses. C'est quand même un métier formidable qui répond à un besoin essentiel de la population. Voilà. C'est ça, parce qu'au-delà de l'utopie de produire ses légumes, de s'en nourrir à 100%, voire de les commercialiser, il y a aussi le fait que être agriculteur, c'est être entrepreneur, c'est gérer son marketing, c'est gérer ses ventes, c'est gérer peut-être des employés, des ouvriers agricoles, c'est être en charge d'un gros potager où il faut gérer tous les besoins des plantes, les invasions d'insectes, c'est des questions de rentabilité, d'agronomie, de gestion de l'eau. Enfin, c'est sûr que c'est super complexe et il y a vraiment beaucoup de questions à se poser avant de lancer un projet agricole. Donc je pense que c'est une bonne idée de le faire avant de se lancer, d'aller poser ces questions à des gens qui le font déjà et qui ont des modèles qui fonctionnent pour montrer que c'est possible et de montrer comment c'est possible. Ça m'évoque quelque chose, c'est que on a pas mal parlé de collectif dans la saison 1. Moi, ça m'intéresse du coup d'aller voir une ferme collective parce que c'est difficile d'avoir toutes ces compétences-là. Du coup, instinctivement, j'ai tendance à me dire avoir une ferme collective avec des gens qui auront des compétences différentes, complémentaires, ça peut être très intéressant d'aller voir justement un modèle comme ça et de questionner ça en fait. Est-ce que ça vous apporte plus d'efficacité pour gérer certains problèmes où il y a l'ingénieur de la bande qui va être responsable, ce que nous décrivait Marion. Chez elle, à la ferme, Nico, il s'occupe de toutes les questions techniques. C'est un geek de ça, il adore ça. Marion, elle s'occupe du choix des variétés, etc. Et il y a un boulot qui est super bien réparti parce qu'il y a des profils complémentaires aussi, donc c'est des modèles intéressants aussi. Et l'entraide en agriculture, elle redevient de plus en plus importante aussi. Il y a la formation des GAEC, par exemple, qui sont des fermes plus ou moins collectives où on met en commun des ressources et des bâtiments, des techniques, etc. Puis il y a aussi tout ce qui est très très développé aujourd'hui, comme les CUMA, où on met du matériel en commun, des gros tracteurs, des choses comme ça, et on arrête d'acheter soi-même tout seul le plus gros tracteur du village. Et dans la quête de rentabilité économique et surtout pour aller au bout du projet, on parle souvent de produits finis pour l'agriculteur. Souvent, c'est une hérésie parce que lui, quand il cultive la terre, sa carotte ou sa pomme de terre ou son blé, c'est son produit fini. Mais pour aller chercher plus de
plus de cohérence et pour aller au bout de la chaîne de production. Il y a de plus en plus d'agriculteurs qui se questionnent sur installer un atelier de transformation de leurs produits primaires, en quelque sorte, pour le faire devenir une pâte ou une farine ou une huile. Là, j'ai en tête l'exemple de notre amie Tiffaine de Lougabissou qui fait des pâtes en agriculture biologique, de l'huile aussi, etc. Donc, c'est sûr que c'est des nouvelles compétences que l'agriculteur doit avoir à son arc, plus les réseaux sociaux et les nouveaux médias dont chaque entreprise doit s'emparer pour attirer de nouveaux clients. Donc, évidemment, c'est dans l'intérêt de chaque agriculteur de s'entourer, d'être bien conseillé et puis d'aller chercher plus de complexité dans le produit, quoi. Mais en fait, c'est ce que disait Marion hier, avec qui on discutait, c'est qu'on a encore une fois l'image un peu encore aujourd'hui du paysan, de la paysanne un peu perdu dans son champ, qu'attendrait avec sa brouette, quoi. Et en fait, on parlait justement des enjeux de toutes les compétences qu'il faut avoir pour en fait tenir une entreprise agricole ou en tout cas y participer. Et je pense que dans la saison 2 des Joies sauvages, au-delà, de toute façon, on ne se sent pas légitime à vraiment faire des vidéos ultra techniques sur une méthode de culture, etc. Et c'est pas notre envie. Mais au-delà de, par exemple, du système de culture, on espère aussi arriver un peu à dessiner des profils, des compétences, des aspirations un peu. Qu'est-ce qui tient en fait derrière, au-delà du système agricole? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est des personnes, des quotidiens, des trucs qui sont pas faciles, etc. Mais et à la fois donner envie parce que on peut parler aussi beaucoup d'épanouissement, quoi. C'est ce qui nous plaît beaucoup dans vos reportages, c'est que vous ne prenez pas une posture de spécialiste, de sachants qui viennent pour montrer une technique qu'ils connaissent, mais plutôt que vous allez voir des spécialistes d'une petite méthode en particulier, quoi. Et je dis petit parce qu'il y a tellement de méthodes différentes qui peuvent fonctionner qu'on ne peut pas prétendre tout connaître de l'agriculture ou du maraîchage. Et donc vous venez chercher les spécialistes et vous présentez, pas de façon ingénue, mais vous êtes plus ou moins du milieu, vous vous intéressez de plus en plus à la question et vous allez chercher ceux qui savent. Ouais, il y a vraiment, je pense qu'une démarche qu'on a à chaque fois qu'on va sur un lieu, c'est quelles sont les questions légitimes que les gens pourraient se poser sur ce lieu, quoi. Et qu'il faut absolument qu'on aille poser. Et peu importe si c'est des questions qui vont un peu gratter, qui vont un peu piquer la personne, en fait, si on ne le traite pas, on sera passé à côté, quoi. Donc, c'est un truc qu'on essaie d'avoir et sur l'agriculture, je pense qu'on va être servi. Il y a plein de choses sur des sujets qui, en plus, on l'a dit tout à l'heure, sont ultra clivants. Oui, il va falloir aller poser des questions et je pense bien se documenter, nous, en amont et faire un vrai travail, pour le coup, qui se rapproche du journalisme. Je dis qui se rapproche parce que après, j'ai du mal à me sentir la légitimité à chaque fois. Mais ouais, on va beaucoup se documenter. On va aller essayer de comprendre. Avant d'arriver chez Marion, on s'est beaucoup renseigné sur le marché de l'hydroponie, de la bioponie, de l'aquaponie, etc., de savoir à quoi ça ressemble, etc. On a découvert plein de choses, on s'est beaucoup instruit. Et ça nous a évoqué plein de questions. On est arrivé avec une liste de questions pour Marion. Je pense que la pauvre, on lui a tenu la jambe hier. Elle avait juste envie d'aller dîner avec ses gosses. Eh ben non. Et bien sûr, vous avez regardé les super vidéos de Marion. Évidemment. Oui, tout un tas de vidéos. Il y en a beaucoup. Mais voilà, et ça nous a permis justement de connaître plein de choses sur l'hydroponie. C'était très chouette. Pour que les auditeurs se fassent une idée, est-ce qu'on peut faire le récit un petit peu d'une de vos vidéos? Moi, je pensais à la dernière, je trouve qui mixe bien un peu tous les sujets que vous avez abordés, agriculture mise à part, quoi. Et donc la dernière vidéo qui s'appelle... Ils et elles ont réhabilité... Non, des néo-ruraux ont réhabilité... C'est le titre YouTube, c'est le titre sur lequel on a planché pendant 2 semaines, donc si on s'en souvient plus, il y a un problème. Des néo-ruraux ont réhabilité une maison de retraite en tiers-lieu. En fait, voilà, c'est la description littérale du projet au final. Hein. C'est ça. Ouais. Et est-ce que tu peux faire le récit un petit peu de cette vidéo? Ouais. Aussi de la conception, de pourquoi vous êtes intéressé à un tiers-lieu, parce que tiers-lieu, c'est un très grand mot, un peu fourre-tout, oui, qu'on entend en permanence. Et quand on va dans un tiers-lieu, ils nous disent « Ah, mais vous êtes allé là-bas, mais ça, c'est pas un vrai tiers-lieu » ou « Non, mais ça, c'est pas la vraie définition », des choses comme ça. Ouais. Bah, d'ailleurs, effectivement, les intervieweurs, on leur a demandé c'est quoi la définition du tiers-lieu, et c'est là, je suis pas sûr. Celle-là, on la mettra pas dans le reportage. Et au final, effectivement,
Pour le coup, ça aurait été passionnant, limite, de faire une saison que sur les tiers-lieux, parce qu'il y a une variété de profils de tiers-lieux. Et d'ailleurs, ça existe, il y a la chaîne Hyperlien qui a fait ça. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est vraiment super. C'est des reportages très bien réalisés. Eux, ils ont un axe un peu inclusion numérique. Et donc, ils sont baladés en France à la rencontre de tiers-lieux. Et comme disait Mélanie, en fait, c'est des lieux où il y a un côté un peu à la carte, en fait. C'est-à-dire qu'on peut venir y piocher des choses sans pour autant tout remettre en cause dans sa vie, quoi. Et donc là, c'est, je pense, un truc qui nous a intéressés au Vaisseau Mer. On est donc en Ardèche, pas loin d'Aubenas, dans un petit village qui s'appelle Vaisseau, de 2000 habitants. Et donc de jeunes néo-ruraux, vraiment, je dis néo-ruraux parce qu'en fait, c'est tous des gens qui viennent de la ville. On se sont emparés d'une vieille bâtisse de 2000 mètres carrés qui est un ancien couvent, une ancienne école du village, une ancienne maison de retraite. Donc c'est vraiment un lieu qui est très chargé pour les gens du village. C'est ce que dit Marino, un des intervenants dans la vidéo. C'est un lieu, les gens du village, ils ont un oncle, un parent qui est mort dans ce bâtiment peut-être. Et donc, oui, c'est glauque, hein. Allez voir la vidéo. C'est vraiment super, c'est bonne ambiance. On explore un vieux bâtiment où il y a plein de pépés qui sont morts. Voilà. Les joies sauvages. Ça sent un peu la putréfaction, mais c'est vraiment un reportage très... Non, pardon, désolé, on la coupera. Et du coup, ça, c'est intéressant parce que ça vient, encore une fois, questionner un des angles qu'on avait, nous. C'est-à-dire que de jeunes néo-ruraux qui arrivent dans un village ardéchois, dans un lieu qui représente quelque chose de très important pour les gens du village, ils n'ont pas été forcément accueillis à bras ouverts, etc. Ils ont dû faire comprendre leur projet, ils ont dû faire des portes ouvertes, ils ont dû communiquer allègrement avec la mairie pour faire comprendre leur projet. Ils ont du coup des projets qui sont maintenant directement en lien avec les besoins du territoire. Notamment, on parlait d'inclusion numérique. Ils font des ateliers numériques à destination de gens du village, de personnes âgées. Ils vont dans des EHPAD, ils vont à la mairie faire ces ateliers. Et ils ont leur gros projet du moment, c'est un projet d'ouverture du lieu au public. Ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que ce lieu qui a représenté tellement de choses pour le village, maintenant on a envie que les habitants et que les habitantes puissent s'en emparer. Et donc ils ont un café associatif qu'ils veulent ouvrir, des résidences d'artistes, faire une programmation culturelle. Ils ont envie que ce lieu puisse vivre avec les habitants du village. Et voilà, c'est un des axes qu'on a traité dans la vidéo. Il y en a d'autres, mais c'était intéressant aussi de ce point de vue-là. On sent que tu as bien fait diversion de la vidéo et que tu as bien écouté toutes les interviews plein de fois parce que tu connais bien le sujet. Est-ce que tu as des phrases qui te restent dans la tête après avoir fait des jours de montage? Parce que moi, des fois, ça m'arrive. Je suis capable, après avoir tourné avec quelqu'un, lui, il se rappelle pas du tout de ce qu'il a dit. Et moi, je lui ressors des citations exactes parce que je les ai entendues 100 fois au cours d'un montage. Mais non, mais vas-y. Moi, j'ai plus en tête là. Ici, c'est pas un lieu de bobos trentenaires qui ont quitté la ville. C'est pas juste un lieu, la nuance est importante. C'est en partie ça, mais pas que. Il y en a plein, effectivement. Les tourner en boucle, on en rêve la nuit. Et dans une autre vidéo qui est dédiée, mais c'est un terme qui revient régulièrement, c'est un peu un gros mot, c'est collapsologie ou un lieu pour faire face à l'effondrement. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ça vous a intéressé et qu'est-ce que c'est l'effondrement ou la collapsologie ? Oui, donc on est allé il y a quelques semaines dans un lieu qui s'appelle l'Oasis du Suchel. Et donc en fait là-bas ils ont vraiment un angle de s'organiser face à l'effondrement, donc plutôt face aux effondrements. Donc en gros ils nous ont beaucoup parlé de l'effondrement de la biodiversité par exemple, puisque nombreux d'entre eux étaient écologues, enfin sont écologues, mais en fait c'est à peu près tous les effondrements auxquels on pourrait faire face à cause notamment du dérèglement climatique, qui pourrait entraîner des crises migratoires, qui pourrait entraîner des crises alimentaires, etc., et énergétiques. Et donc c'est comment en fait dès à présent on peut essayer
au mieux, parce qu'on peut pas être... eux, ils visent pas, par exemple, une complète autonomie, mais comment on peut s'organiser à plusieurs pour être le plus résilient possible dans un territoire donné. Eux, ils sont quand même donc à Valzonne, c'est dans le Beaujolais vert, donc c'est vraiment des collines, c'est un endroit qui est assez perdu, mais quand même à 40 minutes de Lyon. Et ils sont plusieurs foyers à vivre ensemble, donc dans une bâtisse qu'ils ont partagée. Et l'idée, c'est comment ils prennent un axe après un axe, donc l'énergie, comment on peut essayer d'être le plus autonome possible, le plus résilient. L'agriculture, montons un projet agricole déjà pour nous avoir notre nourriture et aussi pouvoir la partager, la proposer au territoire. Parce que donc l'idée, c'est de ne pas être complètement en autarcie, pas du tout, mais c'est d'être assez autonome, mais aussi de faire solidarité avec le territoire. Donc ils ont vraiment travaillé ce projet avec la commune. Une des personnes qui est là-bas a repris l'épicerie du coin pour la faire vivre, proposer des produits bio de qualité. Donc certains sont en train de s'installer en maraîchage. Voilà. Et l'idée, c'est de comment organiser un petit peu la résilience. Et nous, on trouvait ça hyper intéressant parce qu'on l'a vu avec le Covid. Donc, il y avait, je sais plus, c'était la farine qu'il n'y avait plus dans les supermarchés. Les pâtes, surtout les pâtes. Et le PQ. Et le PQ. Alors bon, là, au Seychelles, ils n'en sont pas à fabriquer du PQ, mais... Ils ont des écorces de bouleau super bien travaillées. Voilà. Et là, en plus, ça nous semblait hyper pertinent. On a tourné en avril, mais en fait, avec la sécheresse qu'on a connue cet été, par exemple, la question du cycle de l'eau, comment on fait ? Est-ce qu'on peut avoir un impact sur son lieu pour réorganiser la gestion de l'eau. Et tout ça, ça nous paraissait intéressant. C'est amusant et ça nous a beaucoup intéressé sur cette vidéo parce que en fait nous on avait une opinion, un regard super négatif sur ces questions d'effondrement ou de collapsologie où on imaginait des gens qui voulaient vraiment se mettre dans leur coin justement, un concept hyper anxiogène avec tout qui s'effondre, il n'y a rien qui va, mais moi comme je me serais préparé, un peu comme les bunkers américains sous les maisons, les trucs comme ça, c'est ce sentiment qu'on avait des gens qui veulent se préparer et eux ils vont survivre alors que les autres ils s'en sortiront pas. Et c'est tout l'inverse visiblement, ce que à travers cette vidéo c'est beaucoup plus montrer qu'il y a des possibilités, il y a des choses qui sont possibles de faire pour être plus résilient et s'entraider et réussir à faire en sorte de mieux gérer l'eau, d'apporter plus de biodiversité grâce à des pratiques agricoles. Ouais, ce que tu décris, ça fait un peu penser au survivalisme aussi, où il y a vachement ce truc de on va faire des stocks de boîtes de raviolis dans un bunker et attendre avec un fusil. Ouais. Ce qu'ont fait les gens au Covid, justement, ce que tu disais tout à l'heure. Avec, et le PQ, pardon, j'ai oublié le PQ. Ouais. Très important. Les pâtes et le PQ, moi j'en aurai, les autres ils en auront pas. C'est ça. Non, mais quand Mélanie en parlait, elle parlait des effondrements et pas de l'effondrement. Et je crois que finalement, c'est peut-être une distinction qui est importante. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est peut-être une erreur qu'on a fait. Je sais pas ce que tu en penses, mais dans le titre de la vidéo, on a dit qu'il se préparait à l'effondrement. Et en fait, l'imaginaire que ça véhicule, c'est que d'un coup, tout va s'effondrer et qu'à un moment donné, ça va être la guerre civile et que les gens ils vont chercher à bouffer. Du coup, en commentaire de la vidéo, ça a attiré plein de gens qui étaient là, mais est-ce qu'ils ont pensé à des systèmes de défense ? Non, on va venir les piller, on sait où c'est maintenant grâce à votre vidéo. Vraiment, on a halluciné des commentaires en fait. Mais là, c'est autre chose en fait. C'est-à-dire qu'il y a déjà des effondrements en cours, l'effondrement de la biodiversité. Je pense qu'on peut prendre tous les baromètres sur les insectes, sur les oiseaux, sur tout ce qu'on veut. Il est là. Donc, il y a déjà des choses qui se passent auxquelles il va falloir faire face. Et on le voit très bien là, au moment où on se met tous à d'un coup parler de sobriété à cause de la crise énergétique qu'on est en train de vivre. Surtout pour le prix. Ouais, c'est ça. Et voilà des gens qui en fait ont un peu, et c'est là où je dis on va avoir quand même des gens qui ont une certaine lucidité et un certain pragmatisme. Eux, ils ont identifié que c'était effectivement des problèmes qu'allaient se poser, et donc ils ont commencé à les prendre en main. Voilà, sans dire que c'est parfait, que c'est the méthode. Ils essaient de s'organiser pour y faire face, peut-être pas de manière complète, mais au moins partielle. Et voilà. Moi, ce qui m'a parlé le plus dans ce reportage que vous avez fait sur ce lieu qui se prépare à l'effondrement, donc qui a des fusils pour stopper ceux qui vont venir les piller en cas de guerre nucléaire.
Ils n'en ont pas des fusils. Bon, ils n'ont pas de fusil, donc ils se feront piller. Bah, ils seront pillés. Ce qui m'a parlé beaucoup, c'est que visiblement la personne qui était plus ou moins aux commandes de l'écolieu, on va dire aux commandes, il était super attentif à la biodiversité et il y avait un truc super positif, c'est qu'il parlait des prairies qui étaient entretenues depuis très longtemps devant chez eux, et juste d'avoir cet endroit-là précis, ça permettait d'avoir énormément d'oiseaux, plein d'espèces qu'on n'a pas ailleurs, énormément d'insectes, etc. Alors qu'ils étaient au milieu des sapins de Douglas, voilà, des monocultures de sapins de Douglas. Voilà. Et donc juste d'avoir cet îlot de biodiversité, ça permettait d'avoir beaucoup de bestioles diversifiées, beaucoup d'oiseaux, et ça fait plaisir et ça donne de l'espoir, quoi. Bah après, c'est un projet au long cours parce qu'ils se sont installés, il me semble, il y a plus de 10 ans. Après, voilà, donc c'est assez progressif, ça demande beaucoup de temps. Mais en fait, c'est aussi ça qui est hyper joyeux, c'est de se dire qu'ils sont arrivés dans un endroit, donc effectivement, on est entouré de monoculture de sapins de Douglas, ça va pas fort. Et en fait, avec beaucoup de travail et d'huile de coude quand même, mais ils arrivent à recréer une espèce d'oasis de biodiversité où ça se passe bien. Et donc, c'est aussi montrer que des projets comme ça, avec le temps, il peut se passer des super choses en fait. Ouais, et tu dis à l'échelle de 10 ans, moi je trouve que c'est hyper rapide, 10 ans pour faire ça à l'échelle d'une vie, quoi. Et c'est un truc qu'on a retenu aussi de notre documentaire préféré avec Charlotte qui s'appelle The Biggest Little Farm, où tout est possible en français. Et en fait, c'est des néo-ruraux américains qui vont en Californie, qui quittent leur vie à Los Angeles et qui vont en Californie dans les terres et qui rachètent d'immenses terres qui valent plus rien du tout parce que la terre est complètement compacte. C'était des cultures hyper intensives de clémentines et d'avocats, des trucs comme ça. Et tu les vois pendant tout le reportage, et en l'espace de 8 ans, ils arrivent à créer un truc incroyable où il y a de la vie, il y a des rongeurs, il y a des serpents, il y a des oiseaux. Bon, ils passent, en plus, ce qui nous plaît le plus, c'est ils passent pas au silence tous les passages super difficiles de cette vie agricole, mais quand même en l'espace de 8 ans ils font une terre complètement stérile, ravagée, un truc sublime que tout le monde vient voir, etc. Donc c'est un peu la même idée, c'est en l'espace de 10 ans tu peux faire des trucs incroyables. Autre sujet complètement différent, c'est que vous, en tant que bon youtubeur et expert en communication, vous vivez la vie rêvée du youtubeur, la van life. Hashtag van life. Alors, est-ce que vous avez des anecdotes croustillantes de la vie en van life est-ce que ça ressemble vraiment à toutes ces photos d'Instagrammeurs de van arrêtés au bord d'une falaise avec un paysage au coucher de soleil Alors, nous sommes partis un 22 décembre. Nous avons fait l'état des lieux de notre petit appart à Montreuil. Et là, notre nouvelle maison nous attendait. Elle n'a pas réussi à démarrer parce qu'elle n'avait pas de batterie. L'assureur est arrivé, mais il y avait un autre problème. C'est que la clé automatique ne marchait plus. Donc, en fait, on ne pouvait pas accéder à l'arrière du van. On pouvait ouvrir que manuellement l'avant. Donc, en fait, notre première journée a été un désastre. Et on devait aller en Bretagne pour les fêtes. On a commencé par dormir dans un sous-bois de l'Essonne, par moins 4 degrés. Et le chauffage ne marchait pas parce qu'on avait des problèmes d'électricité. Donc le début était... En fait, vraiment, le premier jour, quand on est parti, on s'est dit, mais si c'est ça, pendant un an, là, on va juste pas... Enfin, sur la durée, on va pas pouvoir tenir comme ça. Et de fait, ça a été assez compliqué au début quand même parce que au-delà... Enfin, donc il y a l'idée de se dire qu'on va vivre à deux dans 6 mètres carrés. Il y a l'idée de se dire qu'on va travailler en couple. Et il y a l'idée de se dire qu'on va travailler en couple pour faire un truc qu'on n'a absolument jamais fait et qu'on ne sait pas faire de base. Et donc en fait, ça fait un peu... on a un peu chargé la mule quand même. Et le premier mois était un peu, je pense, chaotique en termes d'organisation. Même si, comme on disait tout à l'heure, en même temps avec beaucoup d'enthousiasme et l'envie de faire plein de trucs, l'excitation du départ. Mais ça a été quand même assez difficile de trouver... notre logistique par rapport au van, par rapport à notre manière de travailler, où est-ce qu'on veut travailler, parce que travailler toute la journée dans une boîte de 5 mètres carrés, en fait, ça marche pas, c'est trop glauque. Donc ouais, pas aussi glauque que les gens qui sont décédés dans le vaisseau mère. Mais, Je savais que
Après, il faut trouver l'endroit où tu vas mettre les toilettes à l'extérieur du van. Où est-ce que tu vas pouvoir te doucher? Ah, donc Mélanie vient de me retendre le micro pour que ce soit moi qui parle de l'aspect toilette et douche, ouais. En fait, on s'est posé évidemment les questions pour l'aménagement du van de est-ce qu'on a besoin d'avoir des toilettes à l'intérieur ou pas? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un chauffe-eau? Et c'est un peu des questions où tu es là, bah, si tu l'as jamais fait, en fait, nous, on n'avait jamais vécu en van, hein, ne serait-ce qu'un week-end, quoi. Enfin, c'était vraiment... Du chauffage et des toilettes, t'en as pas besoin, c'est du luxe. Ouais, tout ça, c'est... Ouais, nous, on est des Amish, hein, voilà. La lanterne, ouais, on vit à la bougie. Non, évidemment, on a un chauffage. On a pensé à mettre des... Enfin, évidemment, non, c'est pas si évident. Et d'ailleurs, on l'a pas tant utilisé que ça. Notre petit chauffage au diesel, pas du tout écolo. On a aussi mis... une couette, un sac de couchage, un bonnet, 3 soupules pour dormir en janvier. C'était un peu compliqué et en même temps assez drôle quand même. Et sur l'aspect toilette, on s'est posé la question, est-ce qu'on va mettre des toilettes sèches ou pas? Mais en même temps, il y a tellement peu de place que d'un coup, tu te retrouves avec un bloc de toilettes sèches dans ton van. T'as pas envie, quoi. Et puis, tu fais quoi? Tu vas mettre ta planche à découper les légumes, tu vas la poser sur tes toilettes sèches parce que c'est ton seul plan de travail? Ouais, je sais pas. Donc, on n'en a pas mis. Et on fait tout ça dans la nature et c'est très bien. Et c'est plus compliqué parfois quand... Parce qu'en fait, c'est vrai que sur une grande partie de l'année, on a été un peu en solo, quoi. T'es en janvier, février, en Bretagne, dans le Cantal, et même en Ardèche en mai, sur ton petit spot de van, t'es tout seul, quoi. Et t'es souvent dans des coins de nature assez superbes. Voilà, on avait cette chance aussi. Donc, t'es un peu tranquille. Par contre, quand vient l'été et que t'as tous les camping-caristes qui arrivent, tous les vannes de sortie, etc. Et ben là, des fois, ouais, c'est un peu plus problématique. Non, mais aussi, c'est que la chance qu'on a, on vit pas en fait, on vit la van life, mais à moitié parce qu'on n'est pas tout le temps dans le van. Et finalement, on est une semaine par mois, on est sur les lieux de tournage. Et après, on cherche des tiers-lieux ou des coworking pour travailler. Parce qu'en fait, on s'est vite rendu compte que travailler dans 4 mètres carrés dans une boîte à deux, clairement, c'était pas une bonne idée. Et donc, voilà, on cherche beaucoup des tiers-lieux pour travailler. Et justement, ça nous permet aussi de présenter notre projet, rencontrer du monde, sociabiliser, etc. Et ce sont des lieux où il y a des toilettes. Et même parfois, il y a des cuisines ou même parfois, il y a des douches. Donc, ça change la vie. Et vous disiez tout à l'heure le chauffage au diesel, pas du tout écolo, mais c'est une question que vous vous êtes sérieusement posée, votre bilan carbone. Et comme vous vous déplacez beaucoup pour faire ces reportages, est-ce que vous êtes plus polluant qu'un Français moyen qui a un appartement à Paris? Ouais, bah t'as raison. C'est typiquement question. C'est partie des questions légitimes qu'on peut se poser sur notre projet. Et effectivement, c'est pas forcément instinctif. Projet écolo, on va voyager en van, etc. En gros, non, on a évidemment fait une sorte de bilan carbone. Je dis une sorte de bilan carbone parce que c'est pas évident avec les simulateurs qui existent aujourd'hui. Ils ne prennent pas forcément en compte. Enfin, en gros, tu as deux choix, quoi. Tu habites dans un appart ou tu habites dans une maison quand tu remplis ton truc en ligne. Mais tu habites dans une maison roulante, ça n'existe pas. Et je crois qu'ils sont en train d'ailleurs de changer ça. Mais du coup, il y a toute une partie où c'est difficile de calculer notre empreinte. Par contre, on a évidemment fait la démarche de calculer tout ce qu'on pouvait calculer et donc de faire un peu les calculs nous-mêmes. On tombe en gros entre 5 et 6 tonnes équivalent CO2. La moyenne d'un Français, c'est 9 ou 10 tonnes, je ne sais plus. Ce qu'il faudrait atteindre, c'est 2 tonnes. Donc, en soi, on n'est pas dans les clous. Et il faut savoir que 2 tonnes, ça correspond à un peu moins de ce qu'on dépense de ce qu'on émet juste avec le van. Donc en fait, juste avec le van, on est au bilan carbone idéal que devrait avoir un Français en 2050. Donc le compte n'y est pas. D'un autre côté, voilà, on n'a pas un bilan carbone trop déconnant
je pense, parce qu'en fait, de l'autre côté, on est assez sobre sur beaucoup d'autres postes, quoi. Voilà, on a un petit chauffage diesel, mais on l'allume quasiment jamais par rapport à quand tu es en appart. On a des panneaux solaires. Bon, ceci dit, l'électricité en France, elle est plutôt décarbonée, donc voilà, je suis pas sûr que c'est là-dessus qu'on fasse la différence. Vous avez très peu d'électroménagers, il n'y a pas la place pour les robots Pas de cuisine. d'électroménager, et en fait, c'est vrai que sur tout le reste, on est assez sobre. Et pour rebondir sur ce que disait Mélanie sur notre manière de fonctionner à l'année et de travailler, on essaye aussi de rationaliser nos déplacements et de rester en fait. Donc en général on choisit un lieu de travail sur lequel on va rester pendant un mois, ce qui nous permet de pas juste consommer les lieux et de se barrer pour aller prendre une autre photo sur Instagram à un autre endroit super stylé. On reste, on est resté un mois dans le Cantal, c'était génial. On avait notre petit bureau, c'était trop bien. On apprend à connaître des gens dans le coin. Et on n'est pas tout le temps en train de se déplacer aussi. Et vous êtes super motivé pour aller au bureau le matin parce que vous avez envie de faire pipi de toute façon. Donc. En plus. Mais ce que je trouve chouette par contre, c'est moi j'avais jamais fait de bilan carbone avant de partir. Et donc en fait c'est quand même super cool de le faire pour avoir des ordres de grandeur. Et c'est vrai que même si clairement le compte n'y est pas, mais par contre, je trouve que déjà faire son bilan carbone et aussi savoir où est-ce qu'on se situe, ça met un peu dans une démarche où on sait que par exemple, on n'a pas une passion voiture, donc le jour où les joies sauvages ne sont plus itinérantes, on reprendra notre vélo. Et en fait, ça nous a quand même mis dans une espèce de mode de vie assez sobre. Parce qu'on n'achète plus grand-chose, on n'a de toute façon pas de place. Et donc, en fait, ça met quand même en mouvement, je trouve. Et rien que pour ça, c'est assez intéressant. Et c'est pas trop anxiogène de regarder sans arrêt son bilan carbone? Parce qu'en ce moment, il se passe plein de choses, évidemment. Le réchauffement climatique, les incendies, etc. Je sais que nous, on a passé un été assez difficile à se poser des questions sur l'avenir de la planète et puis notre place dans tout ça. Le bilan carbone, pour l'instant, c'est un truc qu'on regarde pas trop. En fait, on essaye de se mettre des œillères pour se protéger. Mais la plupart du temps, quand on se déplace, nous, de toute façon, c'est en train ou alors, comme vous, on essaye de rentabiliser un maximum le déplacement, point de vue écologique et aussi économique, parce que ça va de pair. En général, quand on va, par exemple, sur Paris, on y reste une semaine, on dort, parce qu'on a de la famille en région parisienne, on dort dans le coin, et puis on fait plusieurs interviews de podcast, plusieurs vidéos, et on essaye de trouver notre compte comme ça. Mais pour vous, c'est pas trop anxiogène de regarder votre bilan carbone comme ça? En fait, c'est vrai qu'on l'a réactualisé là, avec l'expérience des 9 mois sur la route. Et on en avait fait un avant de partir. Et après, c'est quelque chose qu'on a en tête. On n'est pas du tout à traquer le moindre effet et geste. On a, en fait, je pense que des ordres de grandeur. Et on sait aussi, c'est pas du tout pour me dédouaner de la voiture, mais en fait, on s'est posé la question avant de partir, pourquoi pas faire un road trip, pas un road trip du coup, mais partir à vélo. Et moi, physiquement ou même en termes de logistique, c'est un truc pour lequel j'étais pas du tout prête en fait à partir 1 voire 2 ans à vélo. Et donc, c'était un peu un espèce de compromis, clairement, entre faire un projet qui, pour nous, a du sens, qui, on l'espère, pourra toucher à petite échelle quelques personnes. Et donc, c'est un espèce de compromis qu'on a trouvé. Et je pense que, et on l'a vu aussi dans les lieux, les gens, c'est ça qu'on a beaucoup aimé, ne sont pas en train de se flageller au quotidien. Ils sont clairement en train d'agir, mais ils savent qu'ils sont obligés de faire des compromis. Et je pense que sur l'agriculture, ça sera pareil. C'est que, ok, on veut faire du bio, mais par contre, là, on va pas pouvoir faire ça, etc., etc. Et dans les lieux qu'on a vus, parfois, c'est, ok, on va mettre des toilettes sèches, mais là, on doit avoir tant d'électricité parce que. Et en fait, c'est qu'une histoire de compromis. Et je pense que ce qui est intéressant à regarder, c'est plutôt la démarche, la trajectoire globale, et de voir où est-ce qu'on va et vers quoi on va. Plutôt. Tu parles bien. Pour conclure, où est-ce qu'on vous retrouve pour la prochaine étape? C'est certainement le crowdfunding pour cette saison 2. Tu peux redire crowdfunding? Crowdfunding. C'est le financement participatif pour la saison 2. Oui, on s'est dit qu'on allait essayer de faire une FAQ bientôt, mais finalement, comme on a fait le podcast ici, on a répondu à toutes les questions, c'est bon? Ça y est? Tu veux dire une Q&A? Ah ouais, un Question and answers. Ah, right. Non, donc effectivement, là, on est en train de faire un reportage chez Marion Sourcier. On a un autre reportage prévu dans une ferme le mois prochain, un autre tournage prévu dans une ferme le mois prochain pour lancer la saison 2 via
y a un crowdfunding qui aura lieu début novembre, à partir de début novembre. Donc voilà, c'est ça les prochaines échéances des Joies Sauvages. Ça sera hyper important pour nous parce que pour l'instant la saison 2 elle n'est pas financée. Donc on va mettre le paquet pour faire des beaux reportages sur la ferme de Marion et celle des 3 parcelles dans le Loiret et montrer un peu en fait 2 épisodes un peu pilotes pour dire aux gens, voilà ce que vous financez, ça ressemblera à ça. Voilà les valeurs du projet, voilà ce qu'on a envie de montrer à les agriculteurs et les agricultrices qu'on a envie de mettre en valeur et sous quel angle, etc. Et puis voilà, on espère que ça permettra de convaincre les gens. Bon, on est impatients de voir ça. Merci beaucoup Mélanie et Kern. Merci les oiseaux bondissants. Oui, merci beaucoup, c'était super intéressant. C'était un podcast des joies bondissantes. Et voilà, cet épisode est déjà terminé, c'est passé super vite. Merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin, tu fais donc partie de l'élite de nos auditeurs. Si tu es encore là, c'est que l'épisode t'a plu, alors je t'invite personnellement à le partager autour de toi, à tes proches ou sur les réseaux sociaux, en nous taguant pour qu'on puisse se réjouir d'avoir eu un impact positif sur ton quotidien. À bientôt pour un nouvel épisode ou une vidéo YouTube. Salut!